à tous, voilà 4 années que l'Union européenne octroie à la Côte d'Ivoire plus de 650 milliards de nos francs chaque année pour soutenir les projets de développement, les projets sociaux et la promotion de la démocratie dans le pays. Lagos, la capitale du Nigeria, a abrité un forum économique ivoiro-nigérian. Les objectifs, développer les relations sud-sud et inciter les hommes d'affaires nigérians à s'intéresser au marché ivoirien. En cette date anniversaire de sa mort, le monde célèbre ce 11 mai Robert Nesta Marley, alias Bob Marley. En presque 20 ans de carrière, il a laissé derrière lui une dizaine de chefs-d'œuvre. Bienvenue dans le 13h de ce mercredi 11 mai. Merci de nous suivre sur RTI 1. Conseil hebdomadaire des ministres aujourd'hui au palais présidentiel d'Abidjan. Vous aurez le point dans le journal de 20h. 90% des enfants vivant avec le VIH-Sida sont africains. Ce chiffre alarmant a fait l'objet de la réunion ministérielle continentale sur le traitement du VIH pédiatrique. La rencontre initiée par le système des Nations Unies vise à catalyser l'action mondiale en vue de freiner l'avancée de l'épidémie du sida chez les enfants. Abiba Dambélé. Aujourd'hui, 50% des enfants qui naissent avec le VIH meurent avant leur 2e anniversaire et 80% avant leur 5e année de vie, selon de récentes enquêtes. Pire, le taux d'infection à VIH chez les enfants représente 40%. Cause principale de ce tableau si sombre, le manque d'accès au traitement antirétroviral pour la plupart des enfants touchés par le VIH. Une injustice qu'entend résoudre l'ONU-SIDA. C'est une question de justice sociale. C'est une question d'absence d'équité, une question d'inégalité profonde, parce que 90% des enfants qui vivent avec le sida, malheureusement, vivent en Afrique. Il est inacceptable qu'en 2016, on continue à avoir 90% des enfants qui vivent avec le sida en Afrique, lorsqu'on n'a plus d'enfants pratiquement qui naît avec le sida dans le reste du monde. Nous devons transformer cette situation, nous devons faire en sorte que cette inégalité cesse. L'Afrique, continent le plus touché par le VIH, veut être le précurseur d'une réponse mondiale face à cette pandémie. À l'appel donc de l'ONU-SIDA, une dizaine de ministres de la Santé du continent s'est retrouvée à Abidjan ce mardi pour jeter les bases d'une politique d'accès universel aux soins pour tous les enfants malades. Ont aussi pris part à ces travaux des experts et des partenaires techniques et financiers. Nous n'avons eu que réellement 10 jours pour préparer cette activité. Et c'est là où je salue le leadership de Michel Sidibé, qui a mobilisé en une semaine le monde de la lutte contre le VIH-Sida et de façon particulière celui du sida pédiatrique et tous ceux qui donnent de leur temps et de leur argent parce qu'ils croient fondamentalement en la fin de la transmission mère-enfant et de façon spécifique à la fin du VIH pédiatrique. L'urgence de la situation a justifié la présence à cette rencontre ministérielle internationale de la première dame Dominique Ouattara. En sa qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique, elle a exhorté les participants à œuvrer à l'avènement d'une génération sans sida. Créer un monde sans sida passe par des actions plus concertées et systématiques pour que les femmes et les enfants continuent de recevoir de façon durable des soins et un traitement adapté contre le VIH. Nous devons donc travailler ensemble dans un partenariat mondial fort en vue de mettre en œuvre des actions coordonnées et en synergie pour qu'au cours des 5 prochaines années, qui seront critiques selon l'ONU-SIDA, nous puissions venir à bout de l'épidémie du sida. Notre action commune permettra de faciliter un accès équitable au traitement antirétroviral. Cette étape est vitale pour combler le fossé pédiatrique de traitement du VIH, qui constitue un des piliers de l'objectif de l'ONU-SIDA, à savoir 90% d'enfants dépistés, 90% d'enfants sous traitement et 90% de charges virales supprimées. L'ONU-SIDA attend de cette rencontre
Un accord des États africains concernant une série de recommandations relatives à la prochaine réunion de haut niveau sur la fin du sida qui se tiendra aux Nations Unies en juin prochain. Un reportage de Mahama Traoré et Jérôme Kofi Abolin. Voilà 4 ans que l'Union européenne débloque chaque année plus de 650 milliards de nos francs au profit de la Côte d'Ivoire. Une somme pour soutenir les projets de développement du pays, les projets sociaux et la promotion de la démocratie. Ces informations ressortent de la première édition de la journée de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. Steve Assi et Francis Bafou. Des stands pour marquer la présence de l'Union européenne UE en Côte d'Ivoire. De l'indépendance en 1960 à 2016, ce sont des centaines de projets que l'UE a réalisés. L'Union européenne appuie la Côte d'Ivoire dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, du commerce, du social et de l'aide budgétaire. L'UE se veut un partenaire privilégié pour la Côte d'Ivoire. Sur une période courte de 4 années, chaque année, nous décaissons 100 millions d'euros par an au profit de la Côte d'Ivoire. L'État est reconnaissant des actions menées par l'Union européenne depuis plus de 56 ans pour le bonheur des populations ivoiriennes. Sur la période antérieure, le 10e Fed, ce sont 143 milliards de francs CFA dont la Côte d'Ivoire a bénéficié. Sur le 11e Fed qui couvre la période 2014-2020, c'est 179 milliards de francs CFA. Donc nous nous réjouissons de cela. Améliorer l'efficacité des projets et leur vitesse d'exécution, l'impact de ces projets sur la vie quotidienne des populations. Des échanges sur ces sujets ont lieu entre représentants de l'Union européenne et les autorités ivoiriennes lors de la première édition de la journée de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. Double rencontre du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest à Praia, au Cabo Verde. La 16e réunion du comité ministériel et la 25e réunion plénière de la commission technique. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, y a représenté la Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Praia, capitale du Cap-Vert, a accueilli pour la 2e fois des réunions du GEABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment de la 16e réunion du comité ministériel et de la 25e réunion plénière de la commission technique du GEABA. 2 rencontres qui ont permis aux États membres du GEABA de discuter des menaces et défis liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans la sous-région. Au cours de cette rencontre à laquelle a pris part le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, le groupe de travail sur l'évaluation et la conformité a discuté des rapports de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des rapports d'évaluation mutuelle des États membres. Durant la plénière, le groupe sur les risques, tendances et méthodes s'est penché entre autres sur l'actualisation du projet de typologie du blanchiment de capitaux relatifs au commerce illicite des produits pharmaceutiques dans la sous-région et sur les initiatives pour lutter contre le financement du terrorisme et l'exercice de collecte d'informations. Ces assises du GEABA ont permis d'une part à la Côte d'Ivoire d'affirmer son retour sur la scène internationale et de démontrer d'autre part son engagement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En marge des travaux de la 16e réunion du comité ministériel, le ministre d'État Ahmed Bakayoko était l'invité spécial du président sénégalais Macky Sall lors du lancement à Dakar des projets présidentiels de 2e génération. Direction Lagos au Nigeria. Un forum économique Côte d'Ivoire-Nigeria vient de s'y tenir. Il s'agit dans un premier temps de développer les relations sud-sud et ensuite d'inciter les hommes d'affaires nigériens à s'intéresser au marché ivoirien. Herman Yamia. Forum économique Côte d'Ivoire-Nigeria à Lagos pour présenter aux investisseurs nigériens les potentialités de la Côte d'Ivoire en termes d'investissement. Initié par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria, ce forum est une plateforme pour inciter les hommes d'affaires nigérians à s'intéresser au marché ivoirien. Le Nigeria a un produit intérieur brut de plus de 500 milliards de dollars. Il y a quand même de quoi aller chercher. Nous cherchons aujourd'hui près de 44 milliards d'euros pour 5 ans. Donc voilà, les chiffres sont là. C'est vrai que la diversité est importante au niveau de la Côte d'Ivoire, mais il est bon aussi de développer les relations sud-sud. Avec la chute des coûts du pétrole, ils sont vraiment intéressés par l'agriculture.
surtout que le président de la BAD vient du Nigeria. Premier contact du genre avec le Nigeria, ce forum a suscité beaucoup d'intérêt auprès des hommes d'affaires nigérians venus nombreux écouter la délégation ivoirienne. Nous avons été introduits en Côte d'Ivoire par le CPC pour le projet de reprise de l'Ivoire Golf Club. Nous sommes donc aujourd'hui très heureux de soutenir le premier forum économique Côte d'Ivoire-Nigérien. Nous croyons fermement au potentiel de la Côte d'Ivoire et espérons que notre exemple servira à attirer d'autres gros investissements de grands groupes nigérians. Impressive because it's growing in the right direction. Il a trouvé le tourisme ivoirien dans le bon chemin, dans la bonne direction, que le gouvernement ivoirien est en train de créer 20 ressorts. Le Nigeria, première économie d'Afrique avec ses 185 millions d'habitants, et la Côte d'Ivoire, deuxième économique d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, veulent œuvrer en faveur de l'établissement de relations économiques fortes entre les deux pays. Et ils l'ont matérialisé à ce forum par la signature de 2 conventions. La première entre le CPC et le NIPC, l'équivalent du CPC au Nigeria, et la deuxième entre Côte d'Ivoire Tourisme et l'Agence de développement du tourisme du Nigeria. Nous sommes un pays neuf en matière de tourisme et il est important pour nous de poser des actes qui permettront effectivement le développement et surtout l'investissement dans le domaine du tourisme. La délégation ivoirienne se dit satisfaite de cette mission au regard des bonnes intentions d'investissement affichées par les hommes d'affaires nigériens. Et cette mobilisation des investisseurs nigériens est le fruit d'un lobbying mené préalablement par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria auprès des chambres consulaires. Dans l'actualité judiciaire ici en Côte d'Ivoire, Bouaké a accueilli un atelier de formation à l'intention des femmes magistrats de Côte d'Ivoire. Point principal, les techniques de management des juridictions. Charles Tatou. 26%, c'est le taux des femmes dans la profession de magistrat. Ce faible taux, l'USAID, à travers son projet Pro-Justice, œuvre pour son amélioration. D'ailleurs, en mai 2015, des réflexions ont été menées à Grand-Bassam. Cela en vue de contribuer à un meilleur accès des femmes à cette profession. Et 2 recommandations majeures avaient sanctionné ces réflexions. Cette rencontre de Bouaké répond donc à ces recommandations, notamment le renforcement des capacités des femmes magistrats au management des juridictions et la mise en place d'une association de femmes magistrats. C'est un long engagement de Pro-Justice que nous avons pour développer la parité, l'équilibre du genre parmi les magistrats dans la magistrature ivoirienne. Sur 662 magistrats, il n'y a que 172 femmes. Il y a très peu de postes de responsabilité au sommet de notre hiérarchie. Que faire? Quand on est seul, la voix ne porte pas suffisamment. Mais unis, vous conviendrez avec moi que vous avez plus de force pour vous faire entendre. Juste après la formation, les femmes magistrats ont attaqué les travaux de leur Assemblée générale constitutive. Atokba Emma Colette, avocat général au parquet près la Cour suprême, et Suzanne Nguessan Zekre, procureur général près la Cour suprême, ont été élus respectivement présidente du bureau exécutif et présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire. Le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels veut renforcer son autonomie. Un projet de règlement intérieur de la Chambre a été élaboré. Il va être soumis à l'Assemblée des rois et chefs pour adoption. Mamadou Kwasi. Le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, au grand complet à son siège de Yamoussoukro. À l'ordre du jour de cette rencontre qui se veut désormais régulière, l'élaboration du projet de règlement intérieur de la dite Chambre, qui devra être soumis à une adoption à l'Assemblée générale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. La liste nationale des membres de cette Assemblée sera bientôt rendue publique. Le directoire de la Chambre tient à renouveler ses remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour ses multiformes et constants soutiens au renforcement de l'autonomie de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Cette autonomie
permettra à la Chambre de remplir avec efficacité et dans la crédibilité les missions que la loi lui a assignées. La Chambre nationale des religions traditionnelles de Côte d'Ivoire s'inscrit également dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le directoire prend l'engagement d'encourager toute la chefferie traditionnelle à s'approprier le processus de réconciliation nationale et à œuvrer inlassablement à son effectivité, en privilégiant le dialogue. En fonction depuis mai 2015 et placé sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la Chambre nationale des religions traditionnelles de Côte d'Ivoire est désormais reconnue par les administrés via la loi du 14 juillet 2014 portant statut des religions traditionnelles de Côte d'Ivoire. À Abidjan, à Marcory, au sud d'Abidjan, l'espace situé entre le centre des passeports et l'ancien marché Ménécré, sous le 3e pont, présente désormais un nouveau visage. Il a été aménagé en espace vert et en lieu de détente. Baptisée Henriette Conan-Bédier, la présidente fondatrice de l'ONG Servir a elle-même procédé à l'inauguration hier mardi à Mississauga. Marcory, commune chic, commune fleurie. Cette ambition affichée par le maire Raoul Abi se matérialise ce mardi par l'inauguration de l'espace Henriette Conan-Bédier, un espace de détente créé sous le 3e pont à l'entrée d'Anoumambo. C'est un jardin divisé en 3 salons, meublé avec des tableaux des artistes et personnalités qui ont œuvré pour la paix. Ce pont que tout le monde voit s'appelle le pont Henri Conan-Bédier. Et qui mieux que son épouse, avec qui elle a partagé près de 60 ans de vie pour soutenir ce pont. Il y a plus de 60 ans que Henriette soutient Henri. Il est bon qu'Henriette soit en bas pour porter ce pont et continuer de rentrer dans la prospérité. Si cette place doit traduire le modèle dont vous me qualifiez, elle doit être d'abord un lieu dédié à la femme, c'est-à-dire le symbole de la douceur, de l'amour du prochain, de la solidarité et de l'entente. Offrir un cadre de vie sain à ses administrés, l'idée ne s'arrête pas seulement à l'espace Henriette Conan-Bédier. Dans les mois à venir, la commune de Marcory aura fière allure de quoi faire des heureux. C'est un plaisir pour nous de voir notre Marcory prendre de l'ampleur avec l'embellissement de tous les coins et recoins de Marcory. Avant c'était un marché, avant Marcory c'était Marcory Potopoto. Mais par la grâce de Dieu, Marcory a évolué en bas du pont à Paris. 35 espaces sont concernés par ce projet, 6 sont déjà réalisés. Avec la création de ces espaces verts, la commune de Marcory rentre de plein pied dans le projet du mouvement des entreprises de France pour faire de Marcory une commune écologique. Le conseil régional d'Unzi, zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire, lance une opération de développement de la région. Des travaux de grande envergure sont annoncés, notamment des routes. Et pour un coût de 500 millions de nos francs, des engins sont acquis pour démarrer les travaux. Thérèse Yoboué. Un bulldozer, une chargeuse, 2 graders, 2 compacteurs, 6 engins neufs acquis par le conseil régional d'Unzi. Bernard Nguessan-Kofi met ainsi le cap sur le développement de sa région. Ainsi, le mauvais état des pistes dans plusieurs localités de la région ne sera qu'un vieux souvenir. Les engins, d'un coût de 500 millions de francs CFA, ont été présentés à la population au terme de la première session 2016 du conseil régional d'Unzi. Dans la région d'Unzi, nous avons eu ces machines-là et je pense qu'on va faire du concret. On va être sur le terrain de façon à ce qu'on sorte un peu nos parents de la situation dans laquelle ils sont plongés depuis bien longtemps. Le président du conseil régional, avant sa session, s'est rendu dans plusieurs villages de la sous-préfecture d'Nzégrezessou, dans le département de Bokanda. Il a annoncé aux populations d'importants investissements dans les secteurs de l'éducation, de la santé et l'ouverture de voies. À Amoroki, un village de la sous-préfecture d'Nzégrezessou, le président Bernard Nguessan-Kofi a posé la première pierre de la maternité du village, visité l'école primaire et promis sa réhabilitation. Le conseil a déjà construit 2 collèges modernes à base 4 dans 2 localités
et fait don de plus de 3250 tables-bancs. Dans le domaine de l'éducation, 253 candidats issus de 18 directions générales participent à la première édition du concours Houphouët-Boigny de mathématiques dans sa nouvelle version. Objectif de cette reprise, après plus de 20 ans d'interruption, amener les élèves à s'intéresser à cette discipline et rendre un hommage au premier président de la Côte d'Ivoire, Ouattara Amadou. 253 élèves de la 6e à la terminale en examen pour une seule preuve, les mathématiques. Repartis en 4 niveaux, ces élèves compétissent pour le prix Alassane Ouattara, plus de 20 ans après l'interruption du concours Houphouët-Boigny de mathématiques. La reprise de cette compétition, une initiative de la Société mathématique de Côte d'Ivoire qui vise 2 objectifs, stimuler l'imagination, la capacité de raisonnement logique, l'amour des mathématiques et rendre un hommage à feu le président Félix Houphouët-Boigny pour ses efforts en faveur de la formation scientifique. Les mathématiques, c'est la base de toutes les sciences. C'est une discipline transversale qui intervient dans toutes les sciences. Donc il est nécessaire que nos enfants, disons, soient bien formés dans cette discipline-là pour, disons, entreprendre, disons, des études dans les différentes disciplines. Donc c'est à cela que nous faisons l'effort pour que nos jeunes gens soient bien formés. La SMCI se fait fort de les suivre, disons, dans la suite de leurs études. Cette première édition du concours Houphouët-Boigny de mathématiques doté du prix Alassane Ouattara concerne les meilleurs élèves des lycées et collèges de 18 directions régionales de l'éducation nationale du pays. Les épreuves comme des devoirs de niveau durent entre 1h30 et 4h. Les résultats seront publiés dans quelques semaines, suivis des récompenses aux lauréats en présence du président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, le professeur Saliou Touré, et du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le reportage de Ouattara Djeneba a été commenté par Léon Pro. Le collège moderne de Zaranou à Abangourou dans l'Est ivoirien vient de recevoir du matériel de bureau. Le personnel éducatif va désormais travailler dans de bien meilleures conditions. Eugène Atoubé. C'est une fin d'année qui s'annonce heureuse pour le collège moderne de Zaranou, avec le don en matériel de bureau et électroménager réceptionné avec beaucoup de bonheur et de joie par les responsables de ce collège. Il vient combler en effet le manque d'ordinateurs, split, climatiseurs et congélateurs, plusieurs fois décriés, mais jusque-là sans écho favorable. Aujourd'hui, c'est un son différent que laissent entendre élèves, enseignants et personnel administratif du collège de Zaranou. Des mots d'infinie reconnaissance et de remerciement aux donateurs. Abdoulaye Racine Dieng, fils de la région de l'Indéné-Guablin, est natif d'Abengourou. C'est un geste, dit-il, qui devrait contribuer à l'amélioration des conditions de travail dans cet établissement et donner aux élèves un environnement propice à l'obtention de meilleurs résultats. Avant de faire son don au collège moderne de Zaranou, Abdoulaye Racine Dieng s'est d'abord rendu chez le roi de l'Indénié, Sa Majesté Nana Bokwasi III. Ensuite, chez le président du conseil régional de l'Indéné-Guablin et Ouman Boko pour information. Le geste du fils de la région qui apporte sa contribution à l'émergence de l'école dans l'Indénié-Guablin. L'ONG Spéciale Olympique et la mairie de Korogo offrent des consultations médicales gratuites à des dizaines d'enfants handicapés de la ville. Une trentaine de médecins ont été mobilisés pour l'opération. Les enfants et leurs parents ont également reçu des dons. Thérèse Yoboué. Ce sont 350 enfants handicapés physiques et intellectuels qui ont été consultés. Une équipe composée de 35 médecins spécialistes et de plusieurs autres techniciens ont été mobilisés pour ces séances de consultation. Des affections oculaires, bucco-dentaires, d'ORL, d'infirmités physiques et de motricité ont été détectées. Les médecins spécialistes ainsi que les initiateurs, notamment Spécial Olympique, ont invité les parents des enfants handicapés à faire fi des pesanteurs culturelles en évitant de cacher leurs enfants afin qu'ils puissent bénéficier des bienfaits de la médecine moderne. Dr Moustapha Sissé, représentant le parrain, le maire de Korogo, a salué l'initiative des spécialistes olympiques pour le choix de Korogo. Il a promis de faire des enfants handicapés de la localité de futurs athlètes représentant même la Côte d'Ivoire aux compétitions sportives internationales aux États-Unis.
Au regard de l'engouement qu'a suscité cette campagne, le représentant du ministre d'État a demandé aux organisateurs de revenir les mois à venir pour une autre consultation, car nombreux sont les enfants handicapés qui n'ont pu être pris en charge. À la fin de cette campagne, des médicaments et des appareils sportifs de rééducation ont été offerts à des enfants. Quant aux parents, ils ont reçu des sacs de riz et des packs d'eau. En Somalie, 3 policiers et 2 civils ont trouvé la mort dans une attaque à la voiture piégée. Revendiquée par les Chebab, l'attaque a visé le quartier général de la police des transports. Des échanges de tirs entre terroristes et policiers ont également fait des blessés. Christelle Niawa et Hamza Diaby. 3 policiers et 2 civils ont perdu la vie lundi dernier dans l'explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. C'était dans le quartier général de la police des transports. L'attaque a été revendiquée par les insurgés Chebab, affiliés à Al-Qaïda. Un des 2 militants islamistes Chebab s'est fait exploser à la barrière du poste de police, alors que l'autre a été tué après avoir tenté d'y pénétrer. Les 2 civils sont morts séparément, victimes de balles perdues lors de la riposte de la police. Les Chebab combattent le gouvernement central de Somalie, soutenu par la communauté internationale et défendu par la MISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, forte de 22 000 hommes. Confrontés à la puissance de feu, ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leurs opérations de guérilla et autres attentats suicides, souvent jusque dans la capitale. Le gouvernement français utilise la Constitution pour faire passer sans vote la loi travail à l'Assemblée. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier soir en France. Des incidents ont même éclaté. Des grèves et des manifestations sont annoncées pour les 17 et 19 mai prochains. Au Brésil, à moins de 24 heures du vote du Sénat sur la destitution de Dilma Rousseff, des milliers de manifestants pro-Dilma ont pris d'assaut les rues de la capitale. Ils protestent bien sûr contre la destitution de la présidente brésilienne. Salima Toudia, Alexis Ouedraogo. Veillée de prière, mais surtout de protestation pour les partisans de Dilma Rousseff. Banderoles, bougies à la main, ils sont des milliers de manifestants pro-Dilma à protester contre la procédure de destitution enclenchée contre la présidente brésilienne. Une manifestation dans les rues du Brésil pour dénoncer, selon eux, un coup d'État constitutionnel. Ils ne peuvent pas déchirer notre constitution. C'est notre vote, notre conquête, notre droit, ça. Je ne le permettrai pas comme beaucoup d'autres gens. Les élections sont prévues, mais d'ici 2 ans, il faut qu'on suive le cours normal de la démocratie brésilienne. S'il y a un changement par les urnes, par la volonté du peuple, d'accord. Mais par un coup d'État, non, on ne le permettra pas. La présidente brésilienne vit peut-être ses dernières heures au pouvoir, bien que ses partisans n'arrêtent de venir lui traduire leur solidarité dans sa lutte. Une lutte loin d'être terminée pour Dilma Rousseff. Je veux vous dire que pour moi, le dernier jour prévu de mon mandat est le 31 décembre 2018. Je ne suis pas fatiguée de lutter. Je suis fatiguée, oui. J'en ai assez des gens déloyaux et des traîtres. Et je suis sûre que le Brésil aussi est fatigué des déloyaux et des traîtres. Moment décisif pour la présidente brésilienne qui, dans quelques heures au Sénat, devra être fixée sur son sort. 81 sénateurs devront voter pour ou contre sa destitution du pouvoir. Il est décédé le 11 mai 1981. 35 ans après, les amoureux du reggae continuent de rendre hommage à Bob Marley. Il a rencontré de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré de ce genre musical. Bob Marley a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Issa Yeo et Abou Sanogo. Cela fait exactement 35 ans que cette voix s'est éteinte. 35 ans que Robert Nesta Marley dit Bob Marley a rangé son micro. C'était le 11 mai 1981. Et depuis, tous les 11 mai, Rasta, reggaephile et amoureux du reggae, genre musical pratiqué par Robert Nesta Marley Beran Selassie, le célèbre partout dans le monde. Né le 6 février 1945, Bob Marley a popularisé le reggae, musique issue de l'île de la Jamaïque. Auteur, compositeur, interprète, chanteur et musicien, Bob Marley
En presque 20 années de carrière, fait du reggae une musique mondiale. Avec son mythique groupe The Wailers, il sortira une dizaine d'albums chez Island, sa maison de disques. Ces albums, tous des chefs-d'œuvre, obtiennent des disques d'or. Mais sa plus grosse satisfaction reste l'album Rastaman Vibration. Avec cet album, il réussit la plus grosse vente de son vivant avec des milliers d'exemplaires distillés à travers le monde. Rastaman Vibration, yeah, positive. Panafricaniste à souhait, Bob Marley est l'idole de toute une planète. En 1978, une délégation sénégalaise aux Nations Unies lui attribue la médaille de la paix dans le tiers-monde en remerciement de son influence en tant qu'artiste au service de la révolution. À Harare, au Zimbabwe, il organise un concert au Boston Award Stadium afin de récolter des fonds pour la nouvelle nation indépendante. Bob Marley a laissé à la postérité ses nombreux albums et surtout son studio d'enregistrement Tuff Gang. Tuff Gang, ce label-là, c'est à vie parce que c'est Bob. C'est Bob. Même en dehors de Tuff Gang, ses enfants ont créé Get You Entertainment. Mais ils ne peuvent rien contre Tuff Gang. Tuff Gang appartient actuellement à Cédé la Marley qui gère pour la famille. Atteint d'un cancer à la fin des années 1970, Bob Marley, Beran Selassie, va mourir à l'âge de 36 ans avec le rêve de voir l'Afrique s'unir un jour. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon. Merci à tous. D'autres informations dans le journal de 20h et c'est sur No Woman No Cry, un titre de Bob Marley que nous vous souhaitons un très bel après-midi sur RTI 1. No woman no cry.